Je me suis occupée de ma belle-mère pendant 10 ans. Elle est morte, on m'a tout pris, mais elle avait laissé une lettre qui disait « Sa main était glaciale lorsque je l'ai touchée. Il était 3 heures du matin. Le ventilateur au plafond tournait lentement, brassant l'air lourd de la chambre avec une paresse presque respectueuse. Madame Hélène avait toujours eu une respiration lente, mais cette nuit-là, le silence était absolu. Je me suis penchée, approchant mon visage du sien. Rien. Pas le moindre soupir. Pas le frémissement d'une poitrine qui lutte encore. Seulement un vide total, comme si la vie s'était échappée sans un bruit. J'ai appuyé mon front contre le bois froid de la tête de lit et j'ai respiré profondément. Je n'ai pas pleuré. Après une décennie à ses côtés, j'avais déjà épuisé toutes mes larmes dans les couloirs de l'hôpital, durant les nuits blanches, enfermées à double tour dans la salle de bain. Mais là, dans cette chambre étouffante, je sentais quelque chose de différent, comme si quelque chose flottait dans l'air, en attente d'être découvert. J'ai entendu des pas dans le couloir. C'était Sophie, la fille d'Hélène. Elle est entrée sans frapper. « Qu'est-ce que tu lui as donné à manger ?» Je n'ai pas répondu. Je l'ai seulement regardée. Mon regard aurait dû tout dire, mais Sophie s'est contentée de croiser les bras. « Bien sûr. Tu ne pensais tout de même pas partir d'ici avec quelque chose ?» Elle a dit cela en regardant le sol, comme si le scénario de cette journée était déjà appris par cœur. Mais elle ne savait pas. Ni elle, ni Antoine, ni personne d'autre. Parce que cet appartement cachait quelque chose. Et moi, j'étais loin d'imaginer ce que j'allais trouver. Si les histoires vraies et poignantes comme celle-ci vous touchent, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Je m'appelle Chloé. Mais pendant 10 ans, tout le monde m'a connue comme celle qui est restée. Celle qui est restée quand Julien est parti. Celle qui est restée pour s'occuper d'Hélène. Celle qui est devenue invisible. J'avais 35 ans quand tout a commencé. Mon mariage n'était déjà plus qu'un tissu de silence, et Julien, eh bien, il avait cette manie de disparaître. La première fois, pour 3 jours. La deuxième, pour 3 mois. La troisième, il n'est jamais revenu. Il m'a laissé avec une alliance au doigt, un fils de 4 ans dans les bras, et sa mère paralysée par un AVC sévère. Je me souviens précisément du matin où j'ai pris mes fonctions à côté de ce lit. Madame Hélène parvenait encore à balbutier, mais ses yeux m'ont adressé une prière qu'aucun mot n'aurait pu formuler. Elle n'a pas dit « reste », mais je suis restée. Je suis restée quand ses enfants ont décidé de s'installer en province. Je suis restée quand Sophie est tombée enceinte et a prétendu ne pas avoir la tête à ça. Je suis restée quand Antoine a été muté dans une autre région, promettant de revenir pour les fêtes. Et, évidemment, il ne revenait pas. S'occuper de quelqu'un exige plus que du temps. Cela exige de s'effacer un peu chaque jour. Et, lentement, c'est ce qui m'est arrivé. Je me levais à 6 heures pour préparer les médicaments. Je lisais pour Hélène quand son regard semblait moins perdu. Je lui lavais les cheveux avec soin, même quand mon propre corps hurlait de fatigue. Pendant ce temps, mon fils grandissait chez mes parents, parce qu'il m'était impossible de m'occuper des 2 à la fois. À l'école, on me demandait si j'étais infirmière. Au marché, on me disait « Vous avez une patience admirable ». Mais personne ne me demandait jamais comment j'allais. Ou si j'avais besoin de quelque chose. Ou si je dormais bien la nuit. La réponse aurait été « Non, je ne dormais pas. Je ne mangeais pas correctement. Et, surtout, je n'existais pas. J'étais un fantôme fonctionnel. Utile, mais sans importance. Même Hélène parlait peu. La plupart du temps, elle m'observait en silence. Mais il y avait de la tendresse dans son regard. Et, parfois, elle semblait vouloir me dire quelque chose qu'elle ne parvenait pas à formuler. Je me raccrochais à ça, à l'espoir qu'au moins pour elle, j'étais plus qu'une simple aide-soignante de fortune. Pourtant, quand elle est morte, ce sont les enfants qui ont tout pris. Voitures, bijoux, meubles, documents, comptes en banque, jusqu'à la malle remplie de vieilles photographies. Ils n'ont même pas laissé le portrait d'Hélène avec son mari. Et moi, je suis restée avec l'appartement que personne ne voulait. Vieux, humide, un appartement haussmannien qui s'affaissait doucement dans le 16e arrondissement. Mais c'était à moi, ou du moins, c'est ce que je croyais. Cet après-midi-là, quand tout le monde fut parti et que seul le silence demeura, je me suis assise dans le fauteuil où Hélène passait ses après-midi. J'ai fermé les yeux. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai entendu un murmure intérieur. Quelque chose allait changer, mais je ne savais pas encore comment.
Je ne voulais pas de fortune, je ne voulais pas de reconnaissance, je ne voulais pas d'applaudissements. Je voulais la paix, et peut-être un peu de respect. Pendant des années, j'ai cru que cela viendrait naturellement, qu'il suffisait de bien faire, d'être une personne correcte, de ne pas déranger. Mais j'ai découvert de la manière la plus amère. Les femmes bienveillantes sont les premières à être oubliées. Au début, je me disais que je restais par gratitude. Hélène avait été bonne avec moi à mon arrivée dans la famille. Elle m'accueillait avec un sourire timide et des mains douces. Elle disait « Vous êtes plus une fille qu'une belle fille ». Cela me suffisait pour continuer. Quand Julien a commencé à disparaître, elle essayait de me consoler. Elle m'offrait un thé ou juste un silence complice. Comme pour dire « Je connais aussi cet homme ». Mais avec le temps, son regard est devenu vide. Les mots ont disparu. Et moi, je suis restée seule avec la routine. Changer les protections, faire la toilette au lit, donner à manger à la cuillère, nettoyer des plaies qui ne me faisaient pas mal à moi, mais qui me rongeaient quelque part au fond de l'âme. C'était comme si ma vie était devenue une série de tâches interrompues par des soupirs. Je rêvais, et je ne l'avoue à personne, je rêvais d'être considérée comme de la famille. Juste ça. À un déjeuner quelconque, entendre Sophie dire « Merci Chloé, tu es formidable » ou Antoine admettre « On n'y serait jamais arrivé sans toi ». Mais ce n'est jamais arrivé. Au contraire, il me regardait de haut. Il parlait de moi en disant « elle ». Il n'utilisait pas mon prénom. Il ne me regardait pas dans les yeux. J'étais invisible, même dans l'appartement où je passais chaque minute de mon temps. J'ai essayé de travailler à l'extérieur pendant un moment, mais Hélène avait besoin de moi à plein temps, et ses enfants ne se sont jamais proposés pour prendre le relais. Alors, j'ai tout abandonné, et je me suis éteinte. Je regardais par la fenêtre les couples se promener, les mères rire avec leurs enfants, les jeunes courir après leurs rêves. Et moi, j'étais assise à côté d'une femme qui ne se reconnaissait même plus, attendant la prochaine dose de morphine. Il fut un temps où je pensais que mon fils comprendrait le sacrifice, que plus tard, il dirait « Ma mère s'est occupée de sa grand-mère toute seule. Elle est incroyable. » Mais il a grandi loin de moi, éduqué par mes parents, avec sa propre routine, sa propre vie. Et j'avais beau essayer, un abîme s'était creusé entre nous. Je sentais que je n'appartenais à nulle part, ni à la famille de Julien, ni à mon ancienne vie, ni à mon propre fils. Et c'est là que j'ai compris ce que je voulais vraiment, appartenir. Pas comme une faveur, mais comme un droit. Je voulais entrer dans une pièce sans avoir à me justifier. Je voulais m'asseoir à table sans sentir que j'occupais la place de quelqu'un de plus important. Je voulais pouvoir dire « c'est ma maison, c'est ma famille, c'est mon histoire ». Mais il semblait que tout cela était réservé à ceux qui avaient le bon nom de famille, ou à ceux qui criaient le plus fort, ou à ceux qui, comme Julien, savaient partir au bon moment. Je suis restée pour soigner, pour soutenir la dignité d'une femme qui ne pouvait plus relever la tête. Je suis restée quand il aurait été plus facile de fuir. Et pour cela, je rêvais, oui, je rêvais, du jour où quelqu'un me regarderait avec des yeux sincères et dirait « Je sais ce que vous avez fait ». Pas par vanité, mais pour savoir que je n'avais pas vécu en vain. Et ce jour-là, quand Hélène a mangé son dernier morceau de quiche, m'a regardé les yeux humides et a serré ma main plus fort que d'habitude. J'ai pensé que, peut-être, elle essayait de le dire, qu'elle savait, qu'elle se souvenait, qu'elle comprenait. Mais à la fin, elle a seulement murmuré mon nom. Et puis, le silence a tout envahi. Je me suis assise au bord du lit et je suis restée là, attendant qu'un mot magique sorte de l'air. Rien, juste la solitude qui suit le devoir accompli. Et la question qui martelait sans cesse dans ma tête, est-ce que quelqu'un, un jour, se souviendra de moi pour autre chose que ce que j'ai fait pour les autres? C'était la vérité. Ce que je voulais vraiment, c'était exister. Ce matin-là, le soleil frappait durement les hautes fenêtres du salon. Les ombres dansaient sur les murs aux moulures complexes, comme si l'appartement tentait de se réveiller du deuil par la force. Madame Hélène était décédée depuis quelques heures à peine. Son corps reposait encore dans la chambre, en attente des pompes funèbres. Je me suis assise sur le canapé, cherchant un instant de silence. Mais la paix fut de courte durée. La porte d'entrée s'ouvrit violemment. C'était Sophie. Elle entra comme une bourrasque de vent mauvais, ses talons claquant sur le parquet, le visage tendu, l'expression de celle qui vient préparer pour la guerre. « Qu'est-ce que tu lui as donné à manger ?» Je suis restée immobile.
Je te pose une question, Chloé. Tu lui as donné quelque chose? Un médicament périmé? De la nourriture avariée? J'ai respiré profondément. Ce n'était pas du deuil. C'était un interrogatoire. Hélène a mangé ce qu'elle a demandé, dis-je calmement. Une part de quiche. Sa préférée. Sophie croisa les bras. C'est drôle. 10 ans de paralysie et c'est maintenant, juste après avoir mangé ta quiche, qu'elle meurt. C'était ça. Elle n'était pas là pour sa mère. Elle était là pour ce qui allait suivre. Antoine arriva quelques minutes plus tard, un porte-document à la main et le visage plus pâle que d'habitude. Il ne m'a pas dit bonjour. Il ne m'a pas demandé comment j'allais. Il a simplement déclaré « L'appartement est toujours au nom de maman. En tant qu'héritier direct, nous avons droit au partage. » « Bien sûr, ai-je répondu, en essayant de garder une voix stable. « Tu as 10 jours pour partir, Chloé. Nous allons le mettre en vente. Le marché est bon en ce moment. » J'ai regardé autour de moi. Les murs sentaient encore le parfum d'Hélène. Les coussins, les photos, la porcelaine ébréchée sur le buffet, tout était à elle. Mais une grande partie de cela était aussi à moi. Mes nuits, mes veilles, ma sueur, mon temps, ma vie. Sophie a balayé le couloir du regard comme si elle inspectait un bien à vendre. On commence à tout emballer aujourd'hui. Les gros meubles pour Antoine, les petits pour moi. Les effets personnels de maman, eh bien, ça nous regarde. Je suis restée plantée là. Je me sentais comme une intruse. Mais c'était moi qui savais où se trouvaient tous les médicaments, les dossiers médicaux, la recette des sablés qu'Hélène demandait quand le temps se rafraîchissait. Il ne savait rien. Il ne voulait rien savoir. C'était comme si mon existence avait été une erreur de parcours, une note de bas de page. J'ai attendu les pompes funèbres. J'ai fait la dernière toilette d'Hélène. J'ai choisi la robe qui, disait-elle, la faisait paraître moins vieille. Je l'ai coiffée comme elle aimait, la raie sur le côté. J'ai tout fait seule. Aux obsèques, personne ne m'a remercié. Sophie pleurait pour les connaissances, comme si elle avait été la fille dévouée. Antoine distribuait des poignées de main formelles. Je suis restée assise au fond de la salle, avec un gobelet de café froid et une rage contenue. Quelques jours plus tard, je suis retournée à l'appartement vide. La seule chose qui me restait, une vieille bâtisse mal entretenue, aux fenêtres qui fermaient mal et au toit qui commençait à fuir. La maison qu'Hélène avait mise à mon nom des années auparavant, prétextant que ses enfants ne s'y étaient jamais vraiment intéressés. En balayant le couloir, j'ai remarqué qu'une lame du parquet bougeait légèrement. J'ai retroussé mes manches. Je me suis accroupie. J'ai poussé avec le bout du balai. Le bois a grincé. Je l'ai soulevé. Dessous, il y avait un espace sombre, étroit, presque imperceptible. J'ai glissé ma main avec précaution. J'ai touché quelque chose. De froid, de rigide. Je l'ai retiré. C'était une enveloppe, jaunie, écrite à la main. Pour Chloé. J'ai senti ma poitrine se serrer. Je l'ai ouverte avec des doigts tremblants. À l'intérieur, il y avait une lettre, 2 pages, une écriture tremblante, mais nette. Si tu lis ces mots, c'est que mon heure est venue, et parce que je savais que tu serais la seule à trouver ceci. Chloé, tu as été plus qu'une fille, plus qu'une belle fille. Tu as été mon pilier. J'ai continué à lire. Les dernières lignes m'ont paralysée. Mes enfants prendront ce qui est visible, mais ce qui a vraiment de la valeur, je l'ai caché. Parce que seul toi méritais de le trouver. Va à la cave, derrière l'armoire verte. J'ai laissé la lettre tomber sur mes genoux. Je ne savais pas si je devais pleurer, rire ou courir. Mais une chose était claire. Madame Hélène savait tout, et ce qu'elle m'avait laissé ne faisait que commencer à se révéler. Le bruit du camion de déménagement a envahi la rue avant même que le jour ne se lève complètement. Sophie est arrivée la première. Antoine, juste après, avec son expression habituelle, l'arrogance déguisée en efficacité. Ils ne se sont même pas regardés en entrant. Ils étaient concentrés, prêts à se partager les dépouilles. J'étais dans la cuisine, en train de préparer le café. Ils ne m'ont même pas dit bonjour. « Chloé, il faut que tu enlèves tes affaires de la chambre principale. On démonte le lit aujourd'hui, » a dit Sophie, sans même lever les yeux de son téléphone. J'ai respiré profondément. C'était la chambre d'Hélène. Personne ne démontera rien tant que les funérailles ne seront pas, au moins, terminées émotionnellement. Antoine a ri, fort, cynique. Émotionnellement, ce n'est pas un feuilleton, Chloé. C'est un inventaire. Je lui ai tourné le dos. Non par lâcheté, mais parce que si je l'avais regardé dans les yeux à ce moment-là,
j'aurais peut-être explosé. Sophie s'est approchée. Lentement. Calme. Trop calme. On a compris que tu gardais cet appartement. Mais le reste, tout ce qui appartenait à maman, sera partagé. Et tu n'as aucun droit dessus, c'est clair? Je n'ai rien demandé. Pas besoin de demander, a-t-elle répondu avec un sourire sec. Ta présence ici est déjà une insulte. J'ai cligné des yeux, lentement. J'ai pensé à répondre, à crier, à lui jeter au visage que j'étais restée, que j'avais nettoyé les plaies, fait la toilette, supporté les cris, les silences, les nuits sans sommeil. Mais ça n'aurait servi à rien. Elle n'était pas venue pour comprendre. Elle était venue pour distiller son venin. Antoine est entré dans la cuisine et a pris un verre. « Pourquoi es-tu encore là, Chloé? Tu pensais recevoir une pension? Un prix de loyauté? Ce n'est pas un film de Disney. Je veux juste du respect, ai-je répondu. Il a éclaté de rire. Du respect? Tu étais la garde-malade. Tu n'es même plus mariée à notre frère. Tu es là parce que tu l'as voulu. Personne ne t'a supplié. J'ai senti une chaleur me monter aux oreilles, mais j'ai gardé ma contenance. Votre mère m'a appelé sa fille pendant des années. Je suis restée quand aucun de vous n'est venu lui rendre visite. Sophie m'a interrompu. Et tu as cru que ça te donnait droit à quelque chose? Épargne-moi. Tu es restée parce que tu n'avais nulle part où aller. Parce que c'était pratique. J'ai dégluti difficilement. Tu penses vraiment que j'aurais supporté tout ça par commodité? Ah, Chloé, a-t-elle rétorqué en souriant cruellement. Les gens comme toi s'habituent à vivre dans l'ombre des autres. Vous apprenez à survivre en mendiant de l'attention. En vous occupant des restes, c'est presque instinctif. La tasse dans ma main tremblait. Le café a éclaboussé le bord. Antoine s'est approché et a baissé le ton, comme pour offrir une consolation. Écoute, si tu veux garder un vieux meuble, prends-le maintenant, avant qu'on l'envoie à une association. Personne ne veut de drame. Personne ne veut de drame. Je suis restée là, debout, à écouter deux étrangers me réduire à néant, à une chose, à un poids. Et c'est là que j'ai compris. Il ne s'agissait pas de l'argent, ni des meubles, ni de l'appartement. Il s'agissait de m'effacer, de s'assurer que je ne reste le souvenir de rien. Sophie s'est retournée pour partir, mais avant, elle en a lancé une dernière. Au fait, tu devrais te regarder dans un miroir. Tu as une mine affreuse. Ces années t'ont achevée. Je suis restée seule dans la cuisine. Le café refroidissant dans ma main. Je me suis assise lentement. Les meubles autour semblaient se moquer de ma présence. Chaque chaise, chaque rideau, chaque assiette décorative choisie par Hélène appartenait maintenant à ceux qui ne se souvenaient même pas du goût de sa cuisine. Antoine est passé dans le couloir et a fait exprès de me heurter légèrement l'épaule. Pas d'excuse, pas un regard. Il a pris un cadre avec la photo d'Hélène et de son défunt mari et l'a jeté dans un carton avec brutalité. Le cadre s'est brisé. Il ne l'a même pas remarqué. Ou il l'a remarqué et s'en fichait. Et moi, je voulais juste disparaître. Mais en même temps, une partie de moi commençait à se réveiller. Une partie qui ne voulait plus avaler, ni se taire, ni prétendre que tout allait bien d'être traité comme un déchet recyclable. Je n'étais pas une sainte, ni une héroïne. Mais j'avais été là. Et la douleur d'être effacée, encore une fois, se transformait en quelque chose de plus dense, de plus sombre et de beaucoup plus dangereux. Dans la poche de mon pantalon, j'ai senti le papier de la lettre d'Hélène, celle que j'avais trouvée cachée. Je n'étais pas encore allée à la cave. Je ne savais pas encore ce qu'il y avait derrière l'armoire verte. Mais à ce moment-là, j'ai su une chose avec certitude. L'humiliation que j'avais vécue ce matin-là allait coûter cher à quelqu'un. Si une partie de cette histoire vous a rappelé quelque chose que vous avez vécu ou que vous ressentez encore, laissez un « je comprends » dans les commentaires. Votre témoignage peut toucher quelqu'un qui en a besoin. Et si cette vidéo vous a touché, aimez-la pour que plus de personnes trouvent aussi cette force cachée. La porte a claqué violemment quand ils sont partis. Le camion rugissait encore dehors, emportant ce qui restait d'une décennie. Je suis restée dans la cuisine, assise, seule. La tasse de café était maintenant vide, mais je la tenais encore comme si cela m'empêchait de m'effondrer. Ce matin-là, le monde m'avait dit que je n'étais personne. Ni une femme, ni une mère, ni une soignante. Rien. J'ai monté les escaliers lentement, sentant chaque marche comme une poussée contre ma poitrine. Quand j'ai fermé la porte de la chambre, je me suis effondrée, sans larmes, sans cris, juste un silence dense et suffocant, qui s'est répandu dans la pièce comme un brouillard. Je me suis regardée dans le miroir.
L'image m'a renvoyé un visage que je reconnaissais à peine. Des cernes profonds, des cheveux en désordre, une coupure sur la lèvre dont j'ignorais l'origine. J'ai touché mon visage comme pour essayer de me réveiller d'un cauchemar. Mais j'étais éveillée, et c'était la réalité. Je me suis assise au bord du lit. La lettre d'Hélène était toujours dans la poche de ma veste. Je l'ai sortie avec soin. J'ai passé mes doigts sur l'écriture tremblante, comme si je pouvais entendre sa voix. Les mots étaient peu nombreux, mais chargés de tout ce dont j'avais besoin. Tu as été plus qu'une fille, plus que le sang. Tu as été mon choix. Cela m'a transpercé. Personne ne m'avait jamais choisi auparavant. Ni Julien, ni mes parents, ni mon fils qui avait grandi loin, sans comprendre pourquoi sa mère n'était pas là. Mais Hélène avait choisi. Elle avait vu. Elle savait. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré profondément. Dans la lettre, elle disait « Va à la cave, derrière l'armoire verte ». C'était ce qui me tenait debout. Il ne s'agissait pas d'argent, il s'agissait de valeur, d'avoir enfin la preuve que je n'avais pas été une erreur de parcours. Je me suis levée, j'ai enlevé ma veste, j'ai attaché mes cheveux et je suis descendue. La cave sentait le moisi, la poussière et le passé. J'ai poussé l'armoire de toutes mes forces. Les charnières ont grincé en protestant. Derrière, une petite ouverture dans le lambris. J'ai glissé ma main. J'ai senti quelque chose de ferme. Un paquet enveloppé dans du plastique épais. Je l'ai tiré. Il était lourd. Je l'ai ouvert sur le champ. À l'intérieur, des liasses de billets, bien rangés. Des billets neufs, soigneusement conservés, et une nouvelle enveloppe. Ceci est à toi. Ne dis rien, utilise-le comme tu veux. Vis comme tu le mérites. Mes mains tremblaient, ma poitrine me faisait mal, et un cri contenu depuis des années m'a déchiré la gorge. J'ai pleuré, pas de douleur, mais de soulagement. C'était comme si quelqu'un avait retiré une épine enfoncée depuis des années dans ma poitrine. Et dans ces pleurs, tout est remonté. Les jours où j'avais dormi par terre à l'hôpital. Les nuits que j'avais passées à veiller sur les crises respiratoires d'Hélène. Les fois où mon fils avait pleuré en visioconférence, me demandant de revenir. Les messages de Julien disant « Je ne peux pas maintenant ». Les visites vides de Sophie. Les silences d'Antoine. Tout a explosé en moi. La colère, la solitude, la fatigue. Je me suis recroquevillée sur le sol de la cave, serrant le paquet contre moi, comme une enfant qui vient de retrouver son doudou oublié. Je savais que cet argent pouvait changer ma vie. Mais, plus que ça, il changeait qui j'étais. Je n'étais plus la femme qui implorait des miettes de reconnaissance. Je n'étais plus celle qui s'excusait d'exister. J'étais maîtresse de moi-même. Hélène m'avait laissé plus que des billets. Elle m'avait laissé un signe, une vérité cachée aux yeux de tous. Elle m'avait vue, elle m'avait choisi, et ça, c'était plus précieux que n'importe quel héritage. Cette nuit-là, je me suis allongée avec la lettre à côté de moi. Je n'ai pas dormi, mais je n'ai plus pleuré non plus. La douleur était toujours là, mais maintenant, il y avait de la place pour quelque chose de nouveau, quelque chose que je ne savais pas encore nommer, mais que, bientôt, le monde entier connaîtrait. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt. Le ciel était clair, mais l'air portait un froid étrange, comme si quelque chose était sur le point de se produire. J'ai pris une douche calmement. J'ai choisi une tenue que je n'avais pas portée depuis des années, un chemisier blanc et le jean qui, selon Julien, me donnait un air de maîtresse de maison. Je n'ai jamais su si c'était un compliment ou de l'ironie. Cette fois, c'était une tenue de combat. J'ai glissé la lettre et une partie de l'argent dans un sac à dos noir. J'ai pris un taxi pour le centre de Paris. À l'agence bancaire, le directeur m'a reconnue immédiatement. « Madame Chloé, vous vous êtes occupée de Madame Hélène pendant si longtemps. Quel honneur! Honneur !» Ce mot a flotté dans l'air. Si rare. J'ai signé les papiers d'une main ferme. Le directeur s'est légèrement incliné en me remettant les contrats finalisés. Le compte est actif, avec une confidentialité totale, comme demandé. Et la clause de protection pour mon fils ? Ai-je demandé. Déjà incluse. Le fonds est à votre nom, avec des clauses spécifiques de blocage aux tiers, même en cas de tutelle partagée. J'ai hoché la tête. Pour la première fois, j'étais en position de force. Je suis rentré chez moi d'un pas léger, mais l'esprit en ébullition. Je savais que je ne pouvais rien laisser au hasard. Sophie et Antoine n'allaient ne pas s'arrêter là. Ils savaient que j'étais trop silencieuse, que je n'étais pas encore partie, que je n'avais rien demandé, et c'était le signal le plus dangereux pour ceux qui ont mauvaise conscience.
Et j'avais raison. 2 jours plus tard, Sophie s'est présentée à l'appartement, avec des sourires. Elle a apporté un gâteau, du thé, des questions empoisonnées de sucre. « Tu as bien dormi, Chloé ?» a-t-elle dit en servant la tasse. « L'appartement est si vieux, n'est-ce pas? Imagine le froid qu'il doit faire la nuit. » J'ai feint de sourire. Mais je n'étais plus la même femme assise sur ce canapé. J'observais chacun de ses gestes comme on regarde une mauvaise pièce de théâtre. « Et ton fils? Il va bien ?» a-t-elle demandé. L'air de rien. J'ai senti un nœud dans mon estomac. Et j'ai compris. Ils n'allaient pas m'attaquer directement. Ils allaient utiliser le maillon le plus faible, mon fils. Le lendemain, Léo est rentré de l'école avec un regard étrange. « Maman, un monsieur m'a parlé à la sortie. Il a dit que c'était mon père. » Ma respiration s'est bloquée. « Comment était-il » ai-je demandé, en essayant de ne pas montrer ma panique. Grand, avec un air fatigué. Il a dit qu'il t'aime beaucoup, mais que tu ne le laisses pas nous voir. J'ai eu la tête qui tourne. Julien, après 10 ans, il était de retour. Juste maintenant. J'ai fermé la porte de la chambre et je me suis assise sur le lit. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis connectée à l'ancienne adresse e-mail que nous utilisions au début de notre mariage. Rien. Mais quand j'ai cherché Julien Allard dans le système des greffes du tribunal de commerce, j'ai trouvé plus que ce à quoi je m'attendais. Des dettes, un historique de jeu, des demandes de crédit refusées. Et puis, la bombe. Une notification de visite chez un avocat parisien avec une demande de vérification du fonds financier de Léo. Il essayait de se faire passer pour le tuteur légal. J'ai dégluti difficilement. D'un moment à l'autre, il apparaîtrait à la porte avec un air de père repentant et de belles paroles mémorisées. Mais ce n'était pas du repentir. C'était de la stratégie. Cette nuit-là, j'ai rangé tous les justificatifs, contrats et captures d'écran dans un dossier. J'ai tout numérisé. J'ai tout envoyé à l'avocat qu'Hélène m'avait recommandé des années auparavant quand elle avait pensé que Julien pourrait réapparaître. Je me suis préparée à l'attaque. Et elle est venue. Samedi, alors que je préparais le déjeuner, j'ai entendu frapper sèchement à la porte. J'ai ouvert. Il était là, en pardessus gris, barbe de 3 jours, un sourire répété devant le miroir. « Chloé, je suis restée silencieuse. » Il a continué. « Je voulais voir notre fils. J'ai entendu dire que tu allais... » Bien, j'ai détourné le regard. Derrière lui, une silhouette plus familière que je ne l'aurais souhaité. Sophie. Bien sûr. Ils étaient ensemble. J'ai pensé à fermer la porte. Mais quelque chose m'a fait rester. « Tu as disparu pendant 10 ans, ai-je dit, sans colère, juste avec la froideur de celle qui n'attend plus rien. Je me suis perdue, mais je n'ai jamais cessé de penser à vous. Ni d'accumuler des dettes, apparemment, ai-je lâché. » Son visage s'est durci. Il ne s'attendait pas à ce que je le sache. « J'ai changé, Chloé. Tu veux de l'argent, Julien ?» Il a pâli. Sophie a tenté d'intervenir. « Ce n'est pas comme ça. Il veut juste faire partie de la vie de son fils. » « Le fils qu'il n'a jamais vu grandir ?» ai-je demandé en la fixant. Elle a baissé les yeux. C'était ça. Il venait avec le ruban. Mais le cadeau était empoisonné. « Si toi ou lui vous approchez de mon fils sans autorisation, je demande une ordonnance de protection. » « Chloé, parlons-en. C'est fini. Et tu es arrivée trop tard. » J'ai fermé la porte. Le clic du verrou a sonné comme une musique. Je suis retournée dans la cuisine. La sauce mijotait sur le feu. Et pour la première fois, je cuisinais en paix. Dimanche, je suis allée à la boulangerie avec Léo. La ville s'éveillait encore. Les trottoirs humides, l'air chargé de rosée et le son des premiers scooters livrant le pain frais. J'ai tenu fermement la main de mon fils. Depuis que Julien était réapparu, il était silencieux. Mais maintenant, quelque chose semblait s'être apaisé en lui. Une sorte de sécurité silencieuse. Peut-être sentait-il que, cette fois, je n'allais pas reculer. « Maman !» a-t-il dit en regardant le sol. « Est-ce que cet homme va revenir ? C'est possible. Mais tu n'as pas à parler à quelqu'un qui te met mal à l'aise. » Il a hoché la tête, fermement, et il m'a serré dans ses bras au milieu du trottoir, comme pour me faire un bouclier. De retour à la maison, j'ai préparé un thé. Je me suis assise à la table de la cuisine avec mon carnet. J'ai commencé à tout noter. Date, nom, lieu, intention. C'était comme assembler un sombre puzzle. Et je n'avais pas l'intention de perdre une seule pièce. Le même après-midi, j'ai reçu un appel de la banque. « Madame Chloé, nous avons eu une tentative d'accès aux fonds protégés du mineur Léo Allard. Le demandeur s'est identifié comme le père légal et a présenté un document.
Mais, conformément aux clauses, l'accès a été immédiatement refusé. Je suis restée silencieuse une seconde. Il a présenté un document, une copie numérique d'un ancien acte de naissance. Mais le système a reconnu la clause de blocage et nous avons enregistré l'épisode comme une tentative non autorisée. « Merci », ai-je répondu. « S'il vous plaît, envoyez-moi une copie officielle du refus. Je veux la joindre à mon dossier. » J'ai raccroché. Ce n'était pas seulement une manœuvre, c'était une invasion. Le lendemain matin, je me suis rendue en personne au cabinet de l'avocat de confiance d'Hélène. Maître Dubois, déjà grisonnant et méticuleux, m'a reçu avec un dossier à la main. « Chloé, quel plaisir de vous voir. Madame Hélène parlait beaucoup de votre loyauté. Je vois maintenant à quel point elle avait raison. Je dois protéger mon fils, maître. Et vous avez déjà commencé, a-t-il dit en ouvrant le dossier. Tous les documents sont à jour. Nous avons mis en place un blindage. Mais je vous recommande de demander une ordonnance judiciaire préventive. Juste pour renforcer votre autorité légale sur le fond. J'ai tout signé sans hésiter. Avant de partir, il m'a regardé d'un air curieux. Si vous me permettez la question, comment avez-vous su que vous deviez vous protéger? J'ai soupiré. Parce que je l'ai appris à la dure. Celui qui vous ignore pendant 10 ans ne revient pas par amour. Il revient par intérêt. Dehors, le ciel menaçait de pleuvoir. Mais pour la première fois depuis des années, je me sentais blindée. Le même jour, Antoine m'a appelé pour discuter. Nous nous sommes retrouvés au café du coin. Il est arrivé avec 10 minutes de retard, comme quelqu'un qui considère déjà le temps des autres comme sans importance. « Chloé », a-t-il commencé avec un sourire écœurant, « je crois qu'on a mal commencé. Tout ça, c'est une situation délicate. Tu as envahi l'appartement de ta mère et tu m'as traitée comme une ordure. Je ne pense pas que ce soit délicat. » Il a ri, sec. Faux, d'accord. Mais la vie continue. La question est, que veux-tu vraiment? Comment ça? Tu veux de l'argent? Tu veux qu'on te reconnaisse comme héritière? Tu veux garder l'appartement? A-t-il insisté en se penchant. On peut négocier. J'ai croisé les bras. Vous pensez encore que tout ça est une affaire de marchandage, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est alors? C'est la justice. Antoine s'est reculé, mal à l'aise. Fais attention à ce ton. Tu crois être en position de force maintenant, mais... Je ne le crois pas. Je le sais. J'ai sorti de mon sac une copie du refus de la banque. Voilà ce qui arrive quand on essaie d'accéder à un compte qui ne nous appartient pas. Antoine a pris le papier avec des mains moites. C'est du bluff. Confirme avec le directeur si tu veux. J'ai toutes les clauses à mon nom. Chaque centime est protégé. Et toi et Julien êtes légalement empêchés de toucher à quoi que ce soit lié à mon fils. Il m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. La peur. Tu t'es armé, a-t-il dit dans un murmure. Je me suis préparé. Il s'est levé, repoussant sa chaise. Ce n'est pas fini, Chloé. Non, ça ne fait que commencer, ai-je répondu calmement. Cette nuit-là, Sophie m'a appelé, la voix froide, tranchante. Tu crois que tu as gagné? Il ne s'agit pas de victoire. Ah non? Alors pourquoi on dirait que tu adores tout ça? Parce que c'est la première fois depuis des années que je ne me fais pas écraser. Elle a soupiré lourdement. Julien est anéanti. Il n'a nulle part où aller. C'est son problème. C'est quand même le père de ton fils? Non, c'est un homme qui a abandonné son fils et maintenant, il n'a droit à rien. Silence. Puis une phrase qui a sonné comme du poison. Fais attention à la paix. Parfois, elle coûte cher. J'ai raccroché. Je suis restée à regarder le plafond du salon. L'appartement était plus silencieux que jamais. Mais maintenant, c'était le silence de celle qui observe, de celle qui calcule, de celle qui attend le prochain coup de l'ennemi. Et j'étais prête. Ce matin-là, je me suis réveillée avec un air nouveau autour de moi. L'appartement semblait différent, plus solide, plus à moi. Le silence n'était pas lourd, il était ferme. J'ai fait le café avant que le soleil ne soit complètement levé. J'ai mélangé le lait avec soin, regardant la vapeur monter dans l'air. C'était un rituel simple, mais mon corps réagissait comme s'il célébrait. J'ai regardé la cuisine calmement. Tout ici avait une histoire. La tasse que ma mère m'avait offerte quand j'ai quitté la maison. Le torchon brodé par ma grand-mère. Même la vieille théière d'Hélène. De petits clins d'œil du passé que je portais encore. Maintenant avec fierté, non avec poids. Et puis j'ai pris l'enveloppe. Celle qui contenait la vie de mon fils. Le fonds en fiducie, l'héritage caché d'Hélène. Je l'ai posé à côté de la tasse et j'ai remué le thé. Mes mains tremblaient, mais mon esprit était ferme. C'était l'heure.
Je suis allée au cabinet d'avocat. L'avocat attendait avec des papiers alignés. Il disait que tout était prêt. La clause d'exclusion, le fonds blindé, la protection légale. Des pièces s'emboîtant comme sur un échiquier que je maîtrisais enfin. « Vous nous avez bien instruits », a dit Maître Dubois. « Votre fils ne court aucun risque. À partir d'aujourd'hui, cet argent est à lui. Et seulement à lui. » J'ai hoché la tête. J'avais un nœud dans la gorge, mais un sourire contenu sur les lèvres. Mon fils n'avait pas besoin d'un père qui apparaissait par intérêt. Il méritait la sécurité. Et maintenant, il l'avait. Je suis rentrée chez moi avec l'enveloppe dans mon sac et le cœur battant la chamade. J'ai regardé le portail. Quelque chose en moi a basculé. Il était temps de tout mettre en place. Au dîner, j'ai cuisiné du riz, des légumes et du poulet rôti. Simple, un plat de tous les jours. Mais j'ai eu l'impression d'organiser une fête. La poudre d'ail, l'odeur du rôti. Je cultivais la vie. Je ne me contentais plus de survivre. Quand j'ai posé le plat sur la table, Léo est arrivé en courant. « Maman, on dirait qu'il va y avoir des restes ce soir. »« Oui » ai-je répondu en souriant. « Tu veux de l'aide pour la salade ?» Il a apporté les couverts, excité. J'ai coupé le poulet, j'ai tout servi avec soin. Le soleil est entré par la fenêtre, a illuminé nos visages avec calme. C'était le premier repas depuis des années où je me sentais complète. Pas par luxe, mais par choix. Au milieu du repas, j'ai soulevé l'enveloppe avec précaution et je l'ai laissée à côté de mon verre. Léo a regardé, curieux. Je n'ai pas feint la surprise. J'ai simplement levé les yeux. « Un jour, tu sauras tout. » J'ai esquissé un sourire, doux, sans hâte. Il a hoché la tête, intrigué, mais il est retourné à son assiette. C'était à lui. Et c'était à moi aussi. Après le dîner, j'ai pris le téléphone et j'ai organisé les obsèques d'Hélène pour ce week-end. Cela attirerait l'attention. Mais maintenant, c'était moi qui avais le contrôle. Rien ne serait pris ou réécrit contre ma volonté. Le lendemain matin, j'ai reçu la nouvelle que j'attendais. Antoine et Sophie voulaient en parler publiquement. Une interview dans un journal local, des gros titres sur un conflit familial. Ils essayaient de se positionner en héritier légitime. J'ai simplement envoyé une note discrète. Je ne participerai pas aux spéculations médiatiques, mon problème est ailleurs. C'était la première fois que je me taisais stratégiquement, pour que le silence parle plus que les mots. Vendredi, je me suis assise avec Léo au parc. Il jouait avec un ballon, en riant. Je l'observais en buvant un café. Dans mon sac, une enveloppe vide où se trouvait tout l'argent. Tout cela avait appartenu à Hélène. Mais maintenant, cela appartenait à mon fils et à moi, à ceux qui avaient déconstruit. Ma sérénité n'était pas une excuse pour l'inaction. C'était le début de la victoire. En rentrant chez moi, je suis tombée sur une camionnette d'un tabloïd local garée devant. Un photographe pointant son objectif. Une portière ouverte. L'appartement semblait exposer ses secrets au monde. Mais j'ai aussi exposé quelque chose. J'ai ouvert le portail, j'ai marché calmement. Un homme m'a interpellé. Il avait un appareil photo à la main. « Madame Chloé, pouvons-nous commenter le conflit ?» a-t-il demandé professionnellement. J'ai respiré profondément. Je n'ai rien à dire à ce sujet, et je suis entrée. Ma seule préoccupation est de protéger mon fils. J'ai verrouillé la porte, calmement. À l'intérieur, j'ai fermé la fenêtre, et j'ai vu mon reflet dans la vitre. Ferme. Je n'étais pas la femme invisible de cet appartement. J'étais fille, mère, propriétaire. J'ai fait du thé, je me suis assise. L'enveloppe était sur la table, à côté de la théière. Au moins, quelque chose dans cette maison ne pouvait plus être enlevé. La nuit, j'ai relu chaque lettre que j'avais écrite cette semaine. À l'avocat, à Hélène, à mon fils. J'ai tout organisé dans le petit placard du salon. J'ai préparé un fichier numérique avec des sauvegardes cachées. C'était un château invisible, mais c'était le mien. Quand j'ai vu Léo dormir, son bras sur son corps, sa respiration tranquille, j'ai ressenti pour la première fois depuis longtemps la paix et une immense conviction que ce n'était que le début. J'avais franchi une ligne. J'avais quitté ma place de fantôme. J'avais assumé mon nom. Et j'avais clarifié la seule chose qui ne serait plus jamais violée. L'héritage de celle qui a soigné quand tous les autres ont fui. La semaine suivante est arrivée avec un silence assourdissant. Les tentatives de contact ont diminué. Les réseaux sociaux se sont calmés. Léo a recommencé à jouer sans regarder en arrière. Mais à l'extérieur, quelque chose se passait. Très vite, j'ai reçu une visite inattendue. C'était Sophie. Elle est arrivée avec une voix douce, un regard calculé. C'était comme si elle essayait de plier une feuille de papier sans laisser de traces. « Chloé,
J'ai pensé qu'il était temps de parler calmement. J'ai fait semblant d'écouter. Je veux que tu comprennes que tout ça m'a effrayée. Elle a fait une pause, souriant avec cordialité. Julien est détruit. Il a tenté de reprendre contact avec son fils, mais il a été bloqué à la banque. Il m'a mise dans un état de désespoir. J'ai respiré. La contrôleuse de la souffrance des autres, essayant de m'émouvoir. Et maintenant, ai-je demandé lentement. Maintenant, nous devons trouver un compromis. Elle parlait comme si nous étions à la table d'un café, pas dans un duel émotionnel. Je me suis levée. Le seul compromis possible est de ne pas m'impliquer dans vos ambitions de théâtre familial. Je suis protégée. Mon fils est protégé. Ma vie est organisée. Elle a esquissé un sourire trop beau pour quelqu'un qui venait de scénarios sombres. Mais tu ne peux pas vivre en acceptant tout. Tu dois te battre. Je me suis déjà battue. Pas de la bonne manière. Ignorant cela, je me suis retournée pour partir. Fais attention, a-t-elle appelé en tendant la main. Tu sais, il y a encore une issue. Julien veut toujours recommencer. Pourquoi recommencer avec la femme qu'il a abandonnée? Je n'ai pas répondu. Il ne me ferait plus jamais de mal. Au milieu de l'après-midi, j'ai reçu, par l'intermédiaire de l'agent immobilier, un appel d'un journaliste local. Il voulait savoir pourquoi je ne parlais pas à la presse. J'ai promis que je ne parlerais pas. Le silence était ma réponse la plus forte. Pour la première fois, ils m'ont vu comme quelqu'un qui ne cédait pas. Pas par bravoure, mais par décision. Plus tard, en rentrant chez moi, j'ai vu dans l'entrée une pile de courriers. Des invitations à faire du bénévolat. Des contacts de femmes qui avaient lu quelque chose sur la lettre cachée. Une demande d'intervention à l'église locale. Quelqu'un se souvenait. De temps en temps, on confondait encore mon nom avec la maison d'à côté, mais c'était différent. On parlait encore de moi comme de celle qui a de la dignité. Et ça a commencé. Ce dimanche-là, j'ai visité le centre social du quartier. Des ateliers pour les mères qui se sentent invisibles, pour les aidantes qui se donnent trop. Sans rancune, elle disait « Vous voyez, moi aussi ». L'impact émotionnel de ce que j'avais vécu résonnait dans le silence, chez ces femmes qui ne parlaient jamais. Et maintenant, elles écoutaient. En parallèle, j'ai senti quelque chose changer à la maison. Léo a recommencé à me solliciter pour de petites choses. Une glace, un vieux film le week-end, un dessin partagé. Il a pris confiance. Et moi aussi. Un après-midi, Léo est entré dans le salon avec un diplôme de mérite. « Regarde, maman !» Quelle fierté, ai-je répondu en le serrant dans mes bras. Le diplôme a été accroché au mur. Ce certificat était plus que l'école. C'était la stabilité. Même avec toute la tourmente, mon fils s'épanouissait. Peu de temps après, Antoine s'est présenté à la porte de la boulangerie. Il a essayé d'être désinvolte. Il m'a demandé quels étaient mes projets. « Tu continues cette histoire de conseil ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. « Oui. Je pense que beaucoup de femmes ont besoin de comprendre la valeur de se protéger. » Il m'a regardé avec méfiance. « Ils ne verront jamais, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé. « Ils ne m'ont jamais fait sentir que j'avais de la valeur. Maintenant, je vois des femmes qui vivent ce que j'ai vécu. Je pense que je peux les aider. » Il m'a observé en silence. C'était le tournant complet. Je n'étais pas seulement un impact financier. J'étais une voix, la représentante du changement. Quelques jours plus tard, j'ai senti l'impact final. J'ai reçu une lettre de Julien, écrite à la main, d'une écriture tremblante. « Chloé, j'ai essayé. J'ai tout perdu. Je ne suis pas venue pour l'argent. Je veux voir mon fils. Retrouvons-nous en paix. » Dossier classé. Sans émotion. Il ne contestait plus. Ce n'était pas mon rôle. J'ai laissé la lettre sur la table. J'ai observé Léo jouer. J'ai fait la vaisselle. Le silence était plein de réflexion. Julien voulait une rencontre. Mais c'était lui qui cessait d'exister dans ma vie. Sophie a rappelé, la voix fatiguée. « J'ai vu les affiches de ta fondation. On t'appelle l'héroïne. Tu es à l'aise avec ça. On dirait que tu es devenue une célébrité, avec tes histoires d'héritière. Je fais juste ce que j'aurais dû faire il y a des années, ai-je répondu. Elle a soupiré. Parfois, je pense que j'ai perdu du temps, que j'ai écrasé la mauvaise personne alors que tu aurais pu être ma sœur. Elle a dit cela comme quelqu'un qui gère sa culpabilité. Je n'ai pas répondu, je l'ai laissé parler. À la fin de la semaine, j'ai senti un autre changement. L'appartement d'Hélène, l'ancien héritage, était bien entretenu. Il n'y avait aucun signe de vente aux enchères, de conflits bruyants. L'immeuble était calme, pas de panneaux. J'ai regardé par la fenêtre du salon. J'ai vu mes meubles, mes plantes, mes souvenirs. Maintenant,
le foyer était le mien. Cette nuit-là, j'ai donné le bain à Léo. Je lui ai peigné les cheveux calmement, j'ai vu ses yeux briller. Il a dit « Maman, merci pour tout ce que tu fais pour moi. » J'ai respiré profondément. « Merci d'être mon fils. » Il a souri et s'est blotti contre moi. Sa respiration douce était une musique. Pour la première fois depuis très longtemps, j'ai ressenti. Ma valeur n'était pas cachée derrière une enveloppe. Je n'avais pas besoin de le prouver à qui que ce soit. J'avais été choisie par la seule personne qui comptait pour moi, Hélène. Après avoir été tant humiliée, rendue invisible, je me suis relevée, avec dignité, avec une voix, avec une vie, sans avoir besoin de crier, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit, simplement en existant, entière. Et Léo s'est endormi dans mes bras, bercé par la première nuit sans peur. J'avais gagné. Pendant des années, j'ai cru que prendre soin était mon but, que tout donner et me taire faisait de moi une meilleure personne. Jusqu'à ce que je découvre que le plus grand manque d'amour est celui qui passe inaperçu. La lettre d'Hélène me l'a appris. Elle ne m'a pas seulement laissé de l'argent. Elle m'a laissé un été de dignité là où il n'y avait auparavant que l'hiver. Elle m'a laissé la certitude que ma valeur ne dépend pas d'être remerciée pour avoir soigné, mais d'être vue par ceux qui comptent vraiment. En plaçant cet argent dans un fonds pour mon fils, j'ai fait un choix. Non pas un choix imposé par ceux qui se débarrassent de l'héritage de leur mère, mais le choix de maintenir en vie un idéal, de protection, d'identité, que personne ne peut m'enlever. J'ai commencé à voir le monde avec d'autres yeux, pas les mêmes qui acceptaient un pardon sans raison, pas les mêmes qui souriaient alors qu'ils voulaient m'effacer. Mes yeux pèsent en maintenant plus lourd. Ils voient les traumatismes, les divisions, les petits signes de ceux qui ont été oubliés, et ils cherchent la guérison. J'ai compris. Ceux qui me négligeaient avaient peur de la liberté que je cherchais. Ils me traitaient comme de la poussière sous le tapis. Mais la vérité finit toujours par soulever les tapis, et ils tremblent. Aujourd'hui, je porte en moi le silence comme arme, la parole comme outil. J'ai appris à dire « ça suffit », même si ma voix tremble au début. Parce que la force n'est pas le bruit, c'est la fermeté intérieure. Et j'ai souri, non pour ce que j'ai conquis, mais pour ce que j'ai cessé de porter, la culpabilité d'exister. Quand je ferme les yeux, je me souviens d'Hélène dans son lit, me regardant avec affection. Elle ne m'a pas dit « investis dans ta valeur ». Ce n'était pas nécessaire. Son choix silencieux, caché de tous, parlait déjà. Et la plus grande récompense n'est pas le relevé de compte. C'est de savoir que mon fils dort paisiblement. C'est de regarder son petit visage et de ressentir ce que je n'ai pas ressenti depuis des années, le soulagement. J'ai aussi appris que la reconnaissance peut être tardive. Elle n'est pas venue des enfants d'Hélène, ni de Julien. Elle est venue de l'héritage que j'ai porté dans les jours les plus silencieux, de la femme qui m'a choisi et du fils qui m'a choisi aussi. Aujourd'hui, je vois des femmes dans la rue, presque invisibles, des mères qui résistent en silence, des aidantes qui s'évaporent sous le poids de l'indifférence. Et je peux leur dire, vous existez, même si personne ne le dit. Vous méritez la lumière, même dans le noir. Vous n'avez pas besoin d'éteindre votre cœur pour trouver votre place dans le monde des autres. La plus grande leçon que je retiens est celle-ci. Le monde ne vous doit pas la reconnaissance, mais vous vous devez le respect. Accordez-vous l'amour-propre. Et n'attendez pas les applaudissements. Attendez-vous vous-même. La lettre, le fond, le silence, tout cela s'est transformé en un symbole. Non de victoire sur les autres, mais de victoire sur ma propre invisibilité. J'ai appris que la forteresse n'est pas de frapper de porte en porte pour exiger justice. C'est de créer un espace sûr à la maison, en soi, que personne ne peut envahir. C'est de transformer des lettres cachées en châteaux visibles. Je ne suis plus la personne que j'étais, mais je porte en elle le courage et la cicatrice de la transformation. Et cela me suffit. Parce que, à la fin, la valeur est intérieure, et il n'y a pas de plus grand héritage que celui-là. Les premiers signes du changement ont commencé le lendemain. Léo s'est réveillé en chantant, chose rare ces derniers temps. Il a apporté son uniforme scolaire avec un sourire et a dit « Maman, j'ai eu un trophée en cours de sciences. » Son simple bonheur a été la preuve la plus forte que je construisais quelque chose de réel. Les réseaux sociaux ont commencé à associer mon nom à de l'affection. Des femmes envoyaient des messages disant qu'elles s'étaient reconnues dans l'histoire de soigner, de disparaître, de réapparaître. Devenir un symbole était involontaire. Mais ce que j'ai vu,
c'est que beaucoup ne parvenaient pas à parler. Et maintenant, elles parlaient. J'ai été invitée à un événement dans la ville voisine, une rencontre de soutien aux familles invisibilisées. Sur scène, j'ai regardé le public et j'ai vu des visages mûrs et fatigués. Et j'ai dit « Vous n'êtes pas invisibles, vous méritez d'exister ». Et ils ont applaudi en silence, comme si c'était le cri qu'ils n'avaient jamais eu la permission de pousser. Sophie m'a envoyé une photo, le tableau d'affichage de la copropriété, avec mes meubles et souvenirs. Elle a écrit « C'est magnifique, Chloé. Je sens que tu rends vraiment justice à cet appartement. Sans trace de rancœur, sans fausseté. C'était l'humilité tardive de celle qui a appris trop tard. Julien a disparu de la ville. Certains ont dit qu'il était parti discrètement. D'autres, qu'il avait essayé de prendre contact mais avait trouvé porte close. Il n'est jamais revenu. Et ce n'était plus nécessaire. Avec le temps, j'ai décidé de laisser l'appartement tel quel, sans vente, sans interférence. C'était le tableau final de ce que j'avais fait. Un refuge. Un lieu où chaque porte a une mémoire. Celle du poulet rôti, celle de la lettre cachée, celle de la nuit où j'ai pris une décision. Aujourd'hui, il vit pour celles qui viennent chercher du soutien. Dans la cave aménagée, il y a l'agenda des rendez-vous du cabinet que j'ai imaginé. L'Institut Chloé de soutien aux femmes invisibles. J'y travaille 2 fois par semaine, avec des bénévoles et des psychologues. La proposition est simple. Un espace accueillant. Un thé, une conversation, un plan de vie. Chaque femme qui passe la porte est traitée comme une fille d'Hélène. Parce que prendre soin de ceux qui ne prennent pas soin, c'est construire la dignité en réseau. Et Léo, il a grandi calmement, plus confiant. Aujourd'hui, à 8 ans, il plante des fleurs dans la cour de l'immeuble. Des choix simples, mais pleins de vie. Il m'aide à arroser les pétunias, échange des idées sur les livres que nous lisons ensemble. Sa plus grande fierté, me voir raconter des histoires à des jeunes filles qui un jour ont dit que personne ne les voyait. Quelques mois plus tard, le journal local a publié un article sur mon initiative. Le titre était simple. De l'invisibilité au leadership. La femme qui a transformé l'humiliation en foyer. Il y a eu des commentaires pour la plupart positifs, et quelques-uns rancuniers. Mais, pour moi, l'important était ailleurs. Savoir que ce que j'avais construit avait un écho. En fin d'après-midi, j'ai trouvé une lettre de Sophie sur la table du salon. Elle disait « Je sais qu'il semble tard pour parler, mais je devais le dire, je suis désolée. Je sais que je ne t'ai pas accordé le crédit que tu méritais. Je l'ai rangé dans la boîte avec la lettre d'Hélène. Non par obligation, mais comme un jalon, montrant que même ceux qui se sont perdus peuvent recommencer à voir. Les jours de froid, je prends le manteau d'Hélène sur le cintre dans la chambre et je respire profondément. Je me souviens du parfum doux, des petits gestes que peu de gens ont remarqués. Et je pense, même sans voir, elle m'a vu. Aujourd'hui, je vois des gros plans de vie. J'aime regarder le tableau de ma cuisine avec les dessins de Léo. Le fond public que j'ai choisi pour mon fils résonne dans ses yeux confiants. Et le sentiment est celui d'une victoire personnelle. Pas sur eux, seulement sur moi-même. Si je regarde en arrière, je vois le passé fragmenté. L'appartement était plein de gens, mais désert de considération. Aujourd'hui, il vibre à nouveau, de voix, d'histoire, de présence. Si quelqu'un me demandait aujourd'hui « Est-ce que ça en valait la peine ?» Je répondrais « Chaque larme en valait la peine, chaque aube, chaque silence qui faisait mal, parce que tout est devenu un pont, de l'invisibilité à ce que j'ai toujours été, quelqu'un de digne, quelqu'un d'entier. Je ferme les yeux et je vois l'hiver se transformer en printemps. Ce dernier soupir d'Hélène m'a mené jusqu'ici et m'a fait comprendre que le plus grand héritage n'est pas l'argent, c'est de voir, c'est d'être vu et de permettre aux autres de voir aussi. J'existe. Et ce fut mon plus grand recommencement. Pendant très longtemps, j'ai cru que l'amour était synonyme de sacrifice, qu'il suffisait de soigner, de se taire, de supporter. Et, à un moment donné, quelqu'un le remarquerait. Mais la vérité, c'est que plus je me donnais, plus je devenais invisible. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a vu. Hélène, avec sa dernière lettre, m'a rendu ce que je ne savais même pas avoir perdu. Le droit d'exister avec dignité. Aujourd'hui, je comprends qu'il y a beaucoup de femmes comme moi, qui soignent sans être soignées, qui soutiennent le monde en silence, qu'on appelle fortes parce que personne ne perçoit leur douleur. Et c'est à vous que je parle maintenant. Si vous vous êtes déjà senti utilisé,
ignoré, rejeté, si vous avez déjà été rabaissé par des personnes qui auraient dû vous protéger, si vous avez déjà pleuré seul pendant que tout le monde dormait, je vous comprends. Et je veux vous dire quelque chose que personne ne m'a dit quand j'en avais le plus besoin. Vous n'avez pas tort d'attendre de la reconnaissance. Vous n'avez pas tort de désirer le respect. Vous n'avez pas tort de vouloir être vu. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, commentez ci-dessous. Je mérite aussi d'être vu. Parce que le simple fait de l'écrire est déjà un pas. Un pas pour sortir du silence. Un pas pour exister à nouveau. Un pas pour vous souvenir de qui vous êtes. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de ce rappel. Quelqu'un qui a été oublié ou qui s'est oublié elle-même. Et si vous voulez continuer à écouter des histoires de femmes réelles qui ont subi des humiliations, surmonté le mépris et retrouvé leur force, abonnez-vous à la chaîne. Ici, chaque semaine, vous trouverez une nouvelle histoire. Pas de conte de fées, mais de la vie réelle. Et souvenez-vous, vous n'avez pas besoin d'attendre une lettre cachée pour retrouver votre voix. Elle est déjà là, à l'intérieur. Elle attend juste que vous l'utilisiez.